Donc à suivre ces propositions donc, de clips vidéo pour vous installer convenablement à l'apéro déjeuner, parce qu'aujourd'hui nous recevons un artiste que je qualifierais d'artiste solaire, multi-instrumentiste s'il vous plaît, multi-carte, qui fait la fierté de tout un continent. Et ce dernier donc a avoir collaboré avec le monument, j'allais dire l'encyclopédie de la musique, Manu Dibango, avant donc sa mort. Ce soir, mesdames et messieurs, j'ai tout de suite cette envie de me retrouver au soir. Je ne sais pas pourquoi ça revient, mais c'est bizarre. C'est bizarre quand même. Oui, justement, est-ce que c'est pas ça qui me prend? C'est ça qui te prend la tête. Bon, dans tous les cas, retenez, il ne faut pas négliger quelqu'un dans la vie. Ah oui. Même le ver de terre peut vous permettre d'avoir un poisson. Et l'eau sale peut vous permettre d'éteindre du feu. Donc, il faut retenir cela. Considérez toutes ces personnes qui gravitent autour de vous et ayez de l'amour pour toutes ces personnes sans condition. Et vous allez voir que votre vie sera lumineuse. Zidiara est avec nous. Mercredi, au programme L'œil de la cité. Bonjour, mon frère, et bienvenue. Bonjour, cousin. Bonjour à la Dream Team, à la Pick Up en Diamant, à tous les Burkinabés d'ici. D'ailleurs, les amis, je vous ai dit, vous voulez vous mettre bien de chez les biens. Comme vous savez, la bonne adresse, ici ça se passe, l'apéro, le Namba, une des émissions de divertissement, de culture et d'information avec Jackie Elfé, le reposant, pour la Dream Team. Tu testes, tu dettes, pape, tu cries, 50 pick up à toi, d'où ça jouait depuis l'état-major des sapeurs-pompiers. Lova. Merci beaucoup, Zidiara, pour cette énergie. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, l'œil de la cité. C'est vrai que c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous donner un peu les grandes lignes? Alors, Jackie, l'œil de la cité, en ce mercredi, va marquer donc sa solidarité à M. Yacouba Sawadgo, prix Nobel alternatif 2018, vu qu'en ce moment, il traverse donc des moments d'amertume, dû au fait justement que une partie de sa forêt a été emportée par les flammes. Donc déjà, ça crée l'émoi chez tous les Burkinabés, déjà la consternation. Il y a un élan de solidarité. Bien sûr, donc l'œil de la cité ne va pas déroger à cet élan donc, de solidarité-là. Nous allons également interpeller les autorités compétentes justement de pouvoir tenir leurs promesses, car justement, si on se souvient, Jackie, le 7 décembre dernier, le ministre de l'Environnement, Nestor Bassiel, justement, a dit effectivement que le gouvernement allait prendre donc, cet engagement donc de protéger donc, cette forêt qui est aujourd'hui une fierté donc, nationale. Voilà un peu l'économie de ce que l'œil de la cité justement va développer lorsque le moment sera bien indiqué. Sandrine Konaté est avec nous également pour ce mercredi. Nous partons sans plus tarder. Allez, l'arracher donc son bonjour. Sandrine, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour la team. Vous avez été sauvé par l'investiture du président parce que normalement lundi, vous vous rappelez que j'avais dit ceux qui n'allaient pas m'offrir de cadeaux là n'allaient pas faire l'émission lundi. Donc vous avez été sauvé par l'investiture du président. Donc dites merci à son excellence. Sandrine Konaté, pour nous c'est un non-événement qui caduque. Mais attends, on célèbre l'anniversaire depuis samedi et c'est mercredi qu'on en parle ici. Mais Sandrine, mais t'as pas d'autre sujet à nous proposer ce matin? Donc je vais vous montrer ça. C'est un cadeau, vous voyez, c'est un sac. C'est un sac confectionné pour moi avec le cœur dessus. Donc merci. J'adore ce cadeau. Ben, tu sais pas. C'est Prunelle, bien évidemment. La Prunelle de ses Non, ça ce n'est pas Prunelle. Ça c'est pas Prunelle. Ça c'est la Wallah, je vais le voir. Sandrine Konaté, tu as encore 30 secondes pour clôturer en fait avec cette question de l'anniversaire. Fauzia, pour ton cadeau. Merci Fauzia. J'aime bien, j'adore. Et comme prévu, je vais présenter ton cadeau à l'antenne. Donc ça va pétiller. Oui, c'est la période des fêtes. Restez connectés. Voilà, ça va pétiller et surtout en circulation. Levez le pied, attachez la ceinture, portez les casques, portez les bavettes. Je parle des cache-nez parce que la maladie à coronavirus est toujours présente. Pour nous, ça va pétiller. Restez connectés. Merci Sandrine Konaté et joyeux anniversaire en différé. Dans tous les cas, les cadeaux vont pleuvoir après. Les cadeaux vont te rejoindre après depuis ta position. Mais pour le moment, c'est l'apéro que nous te servons. Anel Wamba aussi est avec nous pour ce mercredi. On va aller rapidement clôturer donc le tour de table et puis aller installer notre invité. Sinon, moi j'ai envoyé le livreur avec le cadeau pour le 43 décembre. Donc Sandrine va recevoir le 43 décembre. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes en pleine forme comme moi. J'espère que vous avez reçu la grâce de Dieu comme moi et comme toutes les personnes qui sont ici présentes. Alors, avant-dernier numéro, bientôt la fin de l'année, mais c'est pas parce que vous n'allez pas me faire la bise que je vais penser que vous me détestez. Non, c'est Corona qui exige. Donc on ne va pas se taper la bise, on ne va pas se faire la bise, on ne va pas se serrer les mains et on va continuer à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. À défaut, il y a le savon et il y a aussi les cendres. La cendre tranquillement, tranquille. On va dire ça comme ça. Une petite citation pour vous.
quelle que soit votre bonté, il y a toujours quelqu'un qui te déteste sans aucune raison. Donc, vivons pour nous et n'essayons pas de vivre pour les autres tout simplement et restons nous-mêmes. Restez connectés, l'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Et nous avons compris également que la véritable amitié commence quand on visite quelqu'un sans raison. Exactement. Et ça n'a rien à voir à lui dire. Oui. Et surtout, ça n'a rien à voir à lui demander. Tout à fait. C'est ça la vraie amitié. Malheureusement, nous sommes dans un biotope, dans un environnement qui, justement, nous sert ces formes d'amitié conditionnelles. Voilà. Exactement. Donc, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Alors, ici, nous n'avons pas de conditions. On vous aime sans condition. Et c'est vous qui nous faites merci de nous avoir portés dans vos petits cœurs pendant toute une année. Oh, Jackie. Ouais, nous sommes à la fin de cette seconde saison. Ne pleure pas. Je commence à voir... Ne pleure pas. Mais ça va aller. Il touche son ventre, c'est vrai. Alors, le temps pour nous, mesdames et messieurs, d'installer j'allais dire, cet artiste. Yeah. C'est un nom. C'est une perle pour notre musique africaine. C'est l'artiste qui a été adopté par le roi Simba. Attention, cette comédie musicale, le roi Lion dans le célèbre château de Cendrillon chez Disneyland. Et il a rejoint la grande section de la percu. C'est un artiste, mesdames et messieurs, qui, à l'âge de 13 ans, donc, a fait déjà son entrée au Jolem d'Abidjan. Et en devenant donc soliste de la troupe, ainsi que celui du Ballet national de Côte d'Ivoire. En 1999, il va créer la troupe, donc Djilika. Il va participer au festival Massa Côte d'Ivoire. Il sera également chef d'orchestre de la troupe Bengadisso en 2001. Il est reconnu meilleur batteur de sa génération. Mesdames et messieurs, c'est un artiste qui est immensement talentueux. Bien sûr. Voilà. Et ça commence à chanter ici. Bien sûr. Parce que je suis en train de regarder ce qu'il fait. C'est oui. merveilleux et c'est exceptionnel. Tranche de vie reçoit pour vous un nom, une figure emblématique de la musique africaine qui nous rend visite ce matin à l'apéro déjeuner, à l'avant-dernier numéro de la saison 2 de l'apéro déjeuner. Carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Ils ne pouvaient pas être absents à ce rendez-vous. Voici donc pour vous, mesdames et messieurs, Adama Bilorou, notre invité de ce matin. Tranche de vie. Let's go! Célèbre pour ses compositions et ses collaborations avec des artistes comme Cheikh Tidiane Seck, Manu Dibango, Ibrahim Malouf ou encore Marcus Miller. Adama Bilorou, mesdames et messieurs, est un musicien les plus talentueux de sa génération. Wow. Il manie aussi bien le djembé que le balafon. Il est l'un des rares, surtout à jouer du balafon chromatique, instrument réadapté par sa famille, qui permet de jouer toute l'étendue des gammes occidentales. Ce matin, c'est ce natif du Burkina Faso, issu de la caste des griots, qui nous rend visite. Il est initié dès son plus jeune âge aux techniques et du savoir de sa caste. Et pour l'installer, avec la complicité de Erika Clapton, au son ce matin, écoutez ceci, le temps qu'il arrive. Erika Clapton. Waouh, c'est un honneur pour nous. C'est un immense plaisir. Pour moi aussi, d'être parmi vous aujourd'hui. D'accord. Et un immense honneur aussi. Merci beaucoup. Le pays m'offre aussi. Que le pays t'offre l'hospitalité, bien sûr, tu es chez toi, n'est-ce pas? On a tous, comme on dit, on a tous juste mieux chez soi. Oui, c'est sûr. Et aussi avec ce que tu fais comme art, il n'y a plus de frontières pour toi sur le continent. Tu rentres partout, tu vas partout. Et tu reviens quand tu veux chez toi. Alors, de retour ici depuis combien de temps maintenant? On va dire à peu près une semaine. Une semaine? D'accord. Et c'est à la faveur de quand tu es revenu? Ou tu es revenu juste pour profiter encore de la chaleur de la famille? Oui, aussi. Revenu voir la famille, mais aussi revenu pour passer les fêtes d'année et puis
essayer d'apporter ma petite pierre de contribution au niveau de la culture aussi, rencontrer des personnes, voilà, des échanges. Alors, rapidement, on va peut-être essayer de remonter le temps pour connaître véritablement les origines d'Adama Bilorou. Tu es natif d'où exactement et tu as grandi dans quel genre de famille? C'est une famille de musiciens. Comment est-ce que ça s'est passé, l'ambiance au sein de la famille? Parle-nous un peu de cette époque, Adama. C'est rigolo. Ben, je suis d'Ibasso, précisément. Oui. Et je suis né à Djibasso et dans une famille griot. D'accord. Mère et père griot. Et à mon jeune âge, tout petit, j'étais à Abidjan, où j'ai fait quasiment mon enfance avec mes parents, mais en gardant toujours le lien parce qu'on venait de temps en temps en famille ici. Et après, bon, la musique a suivi en fait naturellement parce que c'était aussi de la famille. Alors Adama, est-ce qu'il n'y a pas cette pression ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sous le coup de... Voilà. Je sais pas, est-ce qu'on est inquiet pour ce dernier jour de l'année ou c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es un peu très calme? On sent que tu n'es pas... Dégagez-vous. Relax. On est inoffensif. Même si on a l'air... Ouais. Rassurez-vous, votre voisine, elle ne mange pas cru. Donc, non. Bien cuit, pas c'est bien cuit. Elle ne va pas vous dévorer. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es cet artiste qui retient, qui captive et qui, à travers ce que tu fais, démontre encore une fois de plus tout ton savoir-faire. Mais moi, j'aimerais quand même essayer de mieux comprendre comment s'est faite cette rencontre donc avec ces instruments que tu manies aujourd'hui avec Maestria. Alors, c'est vrai que tu es issu d'une famille de griots, maman, papa. Alors, est-ce qu'au sein de la famille, il y avait déjà des instrumentistes qui jouaient particulièrement chez qui? Bien sûr, bien sûr. Ben, mon papa, il était balafoniste. D'accord. Et aussi, il faisait des tchouchous. Ben, c'est un instrument qu'on appelle kamelingoni ou goni chez les Boaba, qui est 12 cordes. Et aussi qui faisait le koundé, on dit le djengoni. Donc mon père aussi, il était un multi-instrumentiste aussi. Et ma mère qui était chanteuse, aussi coiffeuse comme le Boaba. Et après, avec mon frère qui était percussionniste aussi, il y a eu beaucoup d'influence aussi de mes oncles aussi qui faisaient de la percussion. Le djembé, le bendré, le taman, tout ça. Et donc dès mon jeune âge, j'avais cette curiosité de pouvoir toucher à tout. Donc à l'âge de 6-5 ans déjà, j'ai arrivé à m'exprimer avec les instruments, qui étaient plus la percussion, pas les instruments mélodiques, mais beaucoup la percussion. Et jusqu'à l'âge de l'adolescence, après, j'ai commencé à m'intéresser à les instruments mélodiques. Et à un certain moment, j'ai commencé aussi à m'intéresser à la musique moderne. Et pourquoi pas, je n'arrivais pas à jouer certaines sonorités, certaines mélodies que j'attendais dans les instruments. Et j'ai essayé de chercher ça dans mes instruments. Et la curiosité est partie de là, de savoir qu'est-ce qu'étaient les gammes, les accords et tout, parce que je suis autodidacte à la base. Et du coup, les recherches se sont mises tous naturellement. Et puis voilà. Et ensuite, il y a eu la rencontre aussi avec d'autres musiciens en Côte d'Ivoire. Et avec la troupe aussi Diolem, qui était une troupe, comment on appelle, on va dire, une troupe carrément multiculturelle, parce que c'était pas une multipote. Où il y avait tout un mélange. Voilà, il y avait des Guinéens, des Ivoiriens et tout ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire à l'époque, il y avait 3 compagnies. D'accord. Il y avait le Koteba et le Kimbok. Okay. Et il y avait le Diolem. Après, il y avait des petites compagnies et tout ça. Mais il y avait 2 compagnies seulement qui avaient un siège en Côte d'Ivoire. Il y avait le Kimbok avec Luki qui a eu son siège et le Diolem. Bon, le Koteba à l'époque, Solomon Kouli n'a pas voulu avoir un centre, mais il répétait en fait dans les différents coins parce qu'il était entre Paris et Abidjan aussi. Donc là aussi, j'ai eu la curiosité de fréquenter toutes ces compagnies. La 3e, c'était Rosemary Duro, la première d'ailleurs. Père à son âme qui nous a quittés cette année. Donc j'ai essayé de fréquenter tous ces compagnies-là avec ma curiosité en tant que jeune musicien, en tant que jeune griot qui était assoiffé de la musique et de la danse et tout ça. Ce
c'est tout ça qui a aujourd'hui contribué à te forger, à faire de toi ce que tu es aujourd'hui, à faire de toi cette figure de proue donc, du monde de la percu, de la musique, autre dimension, on va dire, et qui est cooptée aujourd'hui par des grandes sommités, des grands noms de la musique tels que Manu Dibango, on a cité tout à l'heure. Avec lui, certainement, ça a été une très belle expérience. Alors, mais avant donc d'aborder un peu ces rapports que tu as eu avec Manu Dibango, moi j'aimerais quand même que Adama Bilorou essaie de revenir un peu et parler avec nous de comment a été fait cette traversée d'ici à l'Occident, comment a été ce parcours, comment est-ce que tu t'es intégré, comment tu es arrivé à l'Occident. Est-ce parce que tu étais performant, est-ce parce que tu étais compétent, ou est-ce parce que tu as eu la chance de rencontrer des personnes qui t'ont facilité donc cette traversée? Bon, comme souvent le doyen le disait, il dit souvent tu peux être au mauvais endroit au mauvais moment, ou tu peux être au bon endroit au bon moment. Donc je peux dire il y a les deux, il y a la chance et puis aussi il y a eu aussi la compétence. D'accord. Et au départ tout a commencé avec, comme je disais, avec le Diolem. Donc avant le Diolem, on était quelques frères, quelques cousins de la famille et qui rêvaient déjà de l'Occident. Parce qu'on avait à l'époque, leur âme, notre cousin, les frères Koulibaly, de Bobo Dioulasso, qui voyageait beaucoup en Suisse, qui nous a influencés. Il y avait la troupe Farafina, qui est notre oncle qui jouait là-bas, Baba Diarra, que je lui fais un coucou au passage. Et tout cela, ils ont eu l'impact sur nous. Donc on était aussi motivés, on rêvait. Donc on avait notre petit groupe. On partait, on avait monté nos petits instruments, on essayait d'imiter les grands et on jouait, souvent on se promenait dans les marchés, on nous appelait les Djemetik Deni quand c'était en Djoula, on partait au marché, voilà, la petite joueur de djembé. Donc dans ça, le directeur du Diolem nous a vus et puis il nous a recrutés parce qu'on n'était pas encadrés à cette époque-là, on était livrés à nous-mêmes un peu, on va dire comme ça, parce que les parents ils partaient travailler, ils pensaient que nous on allait à l'école, mais nous on avait notre troupe à côté en fait, on faisait de l'école Bissonnet, donc on n'allait pas à l'école. Vous avez créé votre école. Voilà, exact. Donc petit à petit, on a été encadré au Diolem et à partir de ce moment, la curiosité, comme je l'ai dit, est venue, on a essayé de fréquenter les autres groupes et on a tombé sur une dame qui est père à son âme, qui a été une maman pour nous, Tanti Oussou. Et à l'époque, qui s'occupait aussi des orphelins, qui avait une compagnie de danse et de musique. Et à travers elle, on était dans une autre classe sociale, parce que Diolem, on était à Bourou, mais avec elle, on était au deux plateaux, où on rencontrait à l'époque Belinda et son père Alain Sawaya et tout ça dans son studio. Donc on rencontrait aussi le monde moderne un peu. Donc tout ça, moi, ça m'intéressait, tu vois, et tout ça m'a influencé, et du coup, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à ces orchestres qui jouaient souvent dans les endroits, dans les bars et tout. Je partais les écouter. Souvent même, je me prêtais à oser demander à les percussionnistes, est-ce que je peux jouer tout ça? Donc petit à petit, des rencontres, et certains m'ont découvert comme ça, à travers Diolem, à travers les orchestres qui accompagnaient. Et puis la rencontre avec un des grands arrangeurs aussi, qui s'appelle Maestro, Bongana Maïga, en Côte d'Ivoire, et qui m'a découvert aussi, qui m'a amené à enregistrer certains albums avec lui à l'époque au studio JBZ. Et après c'est parti pour les rencontres avec d'autres musiciens, Alain Sawaya, d'autres musiciens qui m'amenaient à enregistrer sur les albums. Et d'où l'idée aussi est partie, à m'intéresser à les instruments traditionnels, mais par contre à essayer de les moderniser un peu. Par exemple, un instrument africain, il a une gamme, il ne peut pas aller dans différentes gammes, il faut juste le raccorder. Et je me disais pourquoi pas essayer de s'élancer dans ce truc un peu plus complexe. Et là, de ça, avec la troupe, on voyageait en Europe. Avec ma famille aussi, parce que mon frère, il avait été l'un des solistes du ballet à l'époque. Et du coup, avec le Marawi, il est resté en Europe. Et du coup, il a trouvé un producteur qui travaillait à la Casa du Popolo en Italie, à l'époque, la Maison du Peuple, qui nous a pris en charge. Donc, depuis à l'âge de 13 ans, déjà, j'ai commencé les tournées internationales. Wow. Et de là, c'est parti avec les rencontres avec toutes sortes de musique, le rock, le jazz, le pop et tout. Et du coup, il fallait s'adapter. Du coup, voilà. Alors, dis-moi, Bilorou, on sait que tu touches un peu à plusieurs instruments. La batterie, le djembé, le balafon, et bien d'autres, le ngoni, kamalène, ngoni, si tu veux. Et de tous ces instruments, quel est l'instrument qui est véritablement t'a permis d'être connu, t'a mis sous les feux du projecteur? Je dirais c'est le djembé. Ouais.
Et tout a commencé avec le djembé? Oui, tout a commencé avec le djembé. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à t'intéresser aux autres instruments? Déjà... Pourquoi tu n'es pas resté à jouer le djembé seulement et puis tu as voulu t'intéresser également aux autres instruments? Déjà, mon deuxième instrument, qui est quasiment mon instrument favorable, était le balafon. Et mon père, il était balafoniste. Et mon oncle, en fait, nous sommes d'une famille, parce que dans les castes, un instrument est dédié à chaque famille. Chaque famille. Donc nous, on est de la caste des balafonistes. Et du coup, cette envie de rendre honneur aussi à mon père m'a rattrapé. Parce qu'à l'époque, je venais avec mes cousins, j'étais le seul qui ne m'intéressait pas au balafon. Donc souvent, mon père, il m'a même grogné. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je ne comprends pas avec toi? Tu as les balafons à la maison ici, il faut que les autres ils viennent pour que tu les touches même. Tu vois? Donc après, bon, ça m'a rattrapé du coup et je me suis intéressé au balafon. Et il y a un déclic aussi qui est venu en moi, que je ne suis pas percussionniste ou je ne suis pas balafoniste. Je voulais être un musicien en fait. Un musicien qui puisse s'exprimer partout dans le monde. Et chanter. Je pense, voilà. Chanter, très peu, mais bon... Tu peux s'exprimer avec n'importe quel instrument. Voilà, je préfère m'exprimer avec les instruments. Permettre aux instruments de transmettre à ceux qui écoutent, à ceux qui reçoivent tes vibrations, tes émotions. Et c'est tout ça la beauté aussi d'aimer ce qu'on fait. C'est-à-dire on n'est pas obligé de s'exprimer par la voix, on peut s'exprimer également par son instrument. Et ce que tu essaies de faire, tu t'exprimes par ces instruments. On dira un artiste arc-en-ciel, musicien solaire que nous recevons ce matin. Zidiara. Voilà que tu parles de quelque chose de très important qui m'intéresse beaucoup, les castes, les griots et tout, où chaque instrument est dédié à des personnes bien données. Alors, j'aimerais quand même que tu nous en parles. Comment est-ce que se fait l'initiation? Est-ce qu'on te dit, voilà, viens ici, assieds-toi, joue ça, joue ça? Comment est-ce que la transmission se fait chez vous? Oui, la transmission, ça se fait aussi indirect aussi. C'est-à-dire par rapport à les conseils qu'on peut donner ou par rapport aussi à les oncles, les frères qui sont là, qui te prennent dès le petit bas âge quand ils voient que tu t'intéresses à un instrument et qui commencent à te donner les premières notes. Et après, petit à petit, tu commences à développer ça toi-même. Mais il y a certaines qui sont vraiment pas du tout... en fait, c'est pas du tout mobile. En fait, il y a certains qui ne s'intéressent même pas. Mais il y a la volonté et le devoir de parents qui fait que le parent, petit à petit, il essaie d'amener l'enfant à s'intéresser. D'accord, voilà quelque chose justement qui nous intéresse souvent. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, comme vous êtes griot, on pourra quand même essayer de nous dire ce qu'il en est. Les gens disent que les griots dans la société, dans certaines sociétés, doivent rester en second plan. Est-ce que c'est vrai? Doivent être là. Voilà, ils sont là, second plan, ils ne peuvent pas prétendre à une certaine chefferie ou à une certaine... Voilà. En fait, ce débat et ce concept a un double tranche en fait. D'accord. Ceux qui ne comprennent pas, ils pensent que les griots sont en second plan. C'est ça. Mais pour ceux qui ont bien compris, les griots sont au-delà même du premier plan. Ah, je m'explique. Parce que c'est comme si tu as un patron, si ça ne se passe pas bien avec lui, tu as un médiateur. Mais s'il n'y a plus de médiateur, comment est-ce que vous allez vous arranger? Donc le griot, il est là pour coller, pour arranger. Donc il est au-delà de la chefferie. Quand il y a mariage ou quand il y a baptême, quand il y a n'importe quoi, quand il y a le funérailles, quand il y a une démarche d'échange, que ce soit famille en famille ou communauté en communauté, il y a toujours un griot qui fait la démarche. Quand il y a une réconciliation, il y a une médiation, il y a toujours le griot. Et dans la caste des griots, il y a des différents castes aussi. Voilà. Tu as les Funais, tu as les Mabor, tu as les Gaoulo, puis tu as les Djeli. Et voilà. D'accord. Merci. Et le griot, je pense qu'en plus même d'être celui qui travaille donc à l'union et surtout à rétablir un peu plus la sérénité dans la communauté. Il est également celui qui compte l'histoire, voilà, qui peut compter l'histoire d'une communauté, d'une lignée, voilà, parce qu'il est, il est plus qu'important. Il a un rôle quand même assez stratégique. Je pense qu'il peut être partout sauf au second rang, même plus que de là. Parce que généralement, il sait très bien, ils entendent, c'est un retour. Quand vous causez souvent avec des gens, on a tendance à les mettre au second rang. Bien sûr, mais ça c'est normal parce que on est là aussi pour honorer nos nobles, nos noblesse. Voilà, nos noblesse. Mais nous, on reste toujours en second plan parce
parce que c'est comme ça. La légende du griot même est créée comme ça. Donc il ne peut pas être un chef. Un griot, il y a le chef des griots, mais le griot ne peut pas être chef de la communauté. Non. D'accord. Ça c'est bien dit. Sandrine Konaté, oui. Alors, Monsieur Dambélé, on dira que vos œuvres ne sont pas vraiment promues ici chez vous au Burkina Faso. Si on demande peut-être à 10 personnes de chez vous ici au Burkina Faso, est-ce qu'elles connaissent vos œuvres? Ce n'est pas évident que 3 ou 4 puissent en sortir. Vous êtes plus valorisés, je dirais, entre griffes à l'extérieur. Est-ce que ça ne vous fait pas un petit pincement au cœur que chez vous, la jeunesse, vos frères, vos sœurs ne reconnaissent pas ce que vous faites et que cela soit plus valorisé à l'extérieur? Oui, souvent, c'est vrai que c'est un côté frustrant, je vais le dire. Mais en même temps, je me dis aussi, chaque chose a son temps. Et je pense que ceux qui sont vraiment intéressés ou ceux que j'ai moi-même, quand le temps va arriver, ça se saurait. Mais donc je suis un peu patient pour ça en fait. Mais qu'est-ce que vous faites pour être connu chez vous au Burkina Faso, pour être connu par la jeunesse ici, par vos frères, par les anciens et tout ça? Est-ce que vous travaillez à ce qui ici même on vous connaisse, à ce qu'on apprécie vos œuvres? Parce que quand je vous ai écouté, vous avez dit dès le départ, vous avez rêvé de l'Europe, vous avez rêvé de l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'était l'influence, c'était l'Eldorado, donc on voyait les frères quand ils venaient, ils avaient les Sky, les comment on appelle, les bots et tout ça à l'époque. Bon, c'est vrai qu'on a resté cette image de pouvoir partir et puis revenir, pas pour rester. Bon, malheureusement, moi je suis resté là-bas parce que j'ai fait ma vie là-bas. Malheureusement, pourquoi? Bon, quand je dis malheureusement, parce que souvent, sincèrement, en tant qu'Africain, je pense que entre nous, on n'a pas forcément la volonté d'y rester. Comme on dit, on est bien chez soi. Mais quand on ne gagne pas ce qu'on a besoin, qu'on est obligé d'aller le chercher ailleurs et que cette chose nous maintient là-bas, souvent c'est un peu malheureux. C'est pourquoi je dis ça. On peut prendre une décision de revenir quand même. Oui, bien sûr. On peut prendre une décision de revenir. La décision, voilà. La décision de c'est pas compliqué de revenir. Mais après, quand tu reviens, comment est-ce que tu vas assurer le reste? C'est ça. Donc il y a tout un... C'est normal parce que une chose, excuse-moi Adèle, une chose est de partir et d'avoir cette envie, cette volonté de revenir. Mais revenir comment? Parce que quand tu pars après plusieurs années, c'est cette peur souvent qui fait que beaucoup restent. Parce que quand tu reviens et que tu n'arrives pas à voler haut, et que l'on presse et puis il n'y a rien qui sort. C'est la suite de ma question justement. Le showbiz au Burkina Faso, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que même quand vous êtes là, on n'entend pas vraiment parler de vous. C'est vrai que grâce à la RTBO, aujourd'hui, vous êtes mis en lumière grâce à l'apéro qui ne pouvait pas, comme Jackie le dit, vous laissez passer parce que c'est le carrefour des grands hommes qui ont une histoire à raconter. Que pensez-vous de notre showbiz? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Est-ce que les acteurs culturels vous accompagnent? Est-ce que vous les approchez? Est-ce qu'il y a vraiment une mafia? Il faut tendre la main pour qu'on te pousse, etc. Alors, moi, je vais résumer tout simplement cette question pour qu'elle soit plus claire pour Adama. Est-ce que Adama, pour toi, un artiste, est celui qui doit donner les éléments aux médias pour communiquer sur sa carrière, ou c'est aux médias d'aller chercher les informations sur un artiste qui brille, par exemple, quelque part, pour le mettre en lumière? Pour toi, quelle est la démarche? Est-ce que c'est à l'acteur de donner les éléments, de faire le pas, ou c'est aux médias, donc de courir après? Bon, moi je pense que la question, je l'ai bien compris dans les deux sens. Mais ma réponse sur ce côté, en fait, ça dépend de l'influence qu'il y a déjà sur le showbiz burkinabé. Je dirais qu'on n'a pas à avoir complexe, on n'a pas à envier les autres. Personne ne va développer notre showbiz à notre place. Et ce qui est un peu dommage dans notre showbiz, je pense qu'il y a trop d'influence venue d'ailleurs. Voilà. Et du coup, souvent, on oublie nos identités, vraiment ce qui nous appartient, parce qu'on est tellement influencé par d'autres. Donc, certains sont obligés d'aller chercher à montrer ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont, pour aller courir derrière les médias pour qu'on puisse les valoriser. Mais certains, ils ont la chance, comme aujourd'hui d'ailleurs, que vous me permettez pour que les gens puissent voir, parce que certains se disent que, voilà, normalement, je suis un artiste, si mon art il plaît aux gens, ils vont venir envers moi. Si ça ne plaît pas aux gens, ils ne vont pas venir envers moi.
Mais c'est un double tranchant parce que si tu n'as pas la chance aussi, tu peux être certainement doué et tout ça, mais ta visibilité ne dépend pas forcément de ton boulot aujourd'hui. Parce que maintenant, la communication est devenue une arme très forte. Et moi, je suis resté dans un domaine un peu, on va dire, à la vieille école. Voilà, c'est ça un peu le truc. Est-ce qu'aujourd'hui tu as pris conscience qu'il faut communiquer? Bien sûr, ça j'ai la conscience de ça. Mais ma communication, elle est difficile parce que ce qui fait que je ne suis pas trop sur les toits parce que la communication, ça dépend. Tu crées un empire, tu crées des fans, tu crées tout ça. Et ça, c'est l'artistique. Moi, je suis artiste. Mais avant d'être artiste, je suis griot. Et je ne veux pas être un griot qui promouvoit la talakou. Je veux être un griot vrai, parce que j'ai une mission de griot que je respecte. Adama est en train de mettre sur la table ici une question pertinente et fondamentale. Alors, est-ce que c'est vrai que tu es griot, mais tu es en train quand même de fuser quand même une partie aussi des griots, parce qu'il y a des griots aussi qui excellent dans la talakou. Bien sûr. D'accord. Est-ce que ce ne sont pas des griots? Ce sont des griots. Ça fait partie également de la mission. Ça fait partie de la mission, c'est comme la musique. D'accord. Aujourd'hui, tu as des musiciens qui font de la musique, qui conseillent et tout, et tu as des musiciens qui font de la musique pour faire de la musique d'ambiance. Tout comme il y a des artistes qui pressent sur les réseaux sociaux, il y a des artistes qui pressent sur scène. Voilà. Et aussi, tu as des artistes aussi qui sont engagés. Bon, quand on dit engagé, ça veut tout dire, en même temps, ça ne veut rien dire. Qui sont engagés politiquement ou sont engagés. Tout le monde est engagé. Voilà, tout le monde est engagé. Donc, ça dépend dans quel côté vous êtes engagé. L'engagement est lancé. Donc, c'est ça. D'accord. Adel Rwamba, avant, donc la rubrique de la cité. Oui. Alors, je souhaiterais savoir une simple curiosité de ma part. Parmi tous les instruments que vous avez, que vous jouez, c'est lequel qui dort au lit avec vous? Ça, c'est une vraie question. Mais si tu arrives chez moi, tu sauras qu'il y a plein d'instruments qui dorment avec moi. Le lit, là, il n'y a pas de place. La place vous êtes polygame? En fait, je ne suis pas polygame en tant que tel. Je suis fidèle à moi-même. D'accord. C'est mes instruments qui sont polygames. D'accord. Il est fidèle à tous ces instruments. Ça veut dire qu'il est fidèle à lui-même. C'est des instruments qui sont polygames. Ça peut intéresser de la Alors, plus de 3 millions de vues sur la toile. Alors, quand on vous a contacté pour composer avec d'autres sommités de la musique africaine, dont Femi Kuti, Dobé, Yaboué, en tout cas il y a une Ivoirienne là-bas, plus Femi Kuti, quand on vous a contacté pour composer la musique avec bien sûr vos percussionnistes, vous n'étiez pas seul, quel sentiment vous a animé? En plus de travailler avec Femi Kuti, quoi. C'est pas n'importe qui. Attention, on parle de quelle musique? On parle de l'hymne de la Cannes. L'hymne de la Cannes 2019, précisément. Je dirais, ça m'a enchanté, vraiment, comme tout musicien, quand on t'appelle pour ces gens de projet, tu es content, c'est un honneur, tu vois, tu vois que ton travail est reconnu, tu vois. J'étais abordé par la production de Dobé, qui au passage il a fait coucou, donc il avait parlé sûrement de moi à la production, et à ce moment moi j'étais à Los Angeles, j'avais fini ce que j'avais fait là-bas, les tournées, donc j'y rentrais, donc il m'a demandé, on avait besoin de toi, est-ce que tu pourrais être là telle date et tout ça, il dit ok, c'est la date où j'arrive pleinement à Paris, donc ça m'intéresse, donc quand je suis arrivé, et j'ai rejoint Dobé avec la production et à Montreuil. Du coup, on était au studio, ils m'ont proposé la musique et puis voilà. Mes idées qui sont venues en tête, je les ai proposées. Et puis après, il y avait déjà un travail de fait avec des différents musiciens qui étaient sur le plan et artistique en fait. Donc voilà. D'accord. Et ça a donné au fait la magnifique mélodie que nous avons tous écoutée et aimée. Alors, qui a même poussé l'Algérie à être championne, je crois. C'est l'Algérie qui a été championne. C'était en 2019. Voilà, 2019. Donc je souhaiterais revenir au fait sur ce qu'on disait tantôt sur le fait de partir, de vouloir venir et la peur de revenir, la peur de l'inconnu, parce que quand on quitte son pays, quand on veut revenir dans son pays, on redevient encore un étranger ou une étrangère, on a peur. Est-ce que cette peur-là pourra vous animer jusqu'à la fin de vos jours, ou bien un jour vous allez vous préparer petit à petit et puis dire non, là il faut que je vienne et recommencer à zéro, parce qu'il ne faudra pas oublier une réalité qui est là pour ceux qui veulent venir. On recommence à zéro quand on revient dans son pays, on recommence à la base. C'est pas les postes que vous aviez là-bas, il faut oublier ça, on recommence à la base.
Est-ce que vous seriez prêt à recommencer à zéro un jour et revenir, avoir le minimum rentré et puis revenir quand même pour parce que tout simplement le pays a besoin de vous. Ça, c'est sûr. C'est vice-versa, nous, on a besoin du pays. Je n'ai pas terminé, excusez-moi. Est-ce que vous ne pouvez pas rester au Burkina, avoir vos contacts en Europe là-bas et aller jouer de temps en temps, avoir vos gombos en Europe et puis aussi partager votre expérience en restant au Burkina ici, si vous restez, vous contribuez à former également des jeunes burkinabés. Bon, je vais répondre à la question. Oui. Et je me suis permis pour dire ça, mais personnellement, je ne suis pas parti pour moi en fait. Moi, j'ai eu la chance. Chaque année, je suis au Burkina. Il y a des années, même, je suis plus au Burkina qu'en Occident. Pour ceux qui le savent. C'est vrai que je ne suis pas trop en contact avec les médias et tout ça. Et j'ai même eu cette remarque à un moment pour certaines personnes qui m'ont dit « Oui, tu fais la musique pour les Blancs, quand tu viens, tu joues à l'Institut français ou des trucs comme ça. Non, moi, j'ai envie de jouer. Partout, on m'appelle. Je suis un griot. Partout, on m'invite, je m'exprime. Donc, partir, c'est vrai, pour certaines, c'est difficile. Mais moi, j'ai eu ce privilège de partir revenir. Et moi, je suis venu plusieurs fois avec des idées. Même aussi, j'ai même donné des formations ici dans la cour de Naba, avec des artistes et tout ça. Donc, pour moi, personnellement, je suis en train de préparer ça. J'ai déjà même fait, il y a au moins quelques années passées. Mais malheureusement, il faut se dire la vérité. Ce n'est pas nous le problème qui sommes à l'Occident ou qui sont à l'Est qui revient. Mais ceux qui nous chassent à répartir, c'est nos frères. C'est-à-dire quand on arrive, ils ne voient pas le frère qui est parti. Ils regardent ce que tu as gagné là-bas. Non, c'est le portefeuille. Voilà. Et ça, c'est dommage. Parce que moi, j'aimerais bien que, même si je viens avec des milliards, mais que mon frère me montre d'abord que je suis son frère, que je l'ai manqué, qu'il me donne la place. Au moins, c'est après moi. C'est chaleur humaine, c'est fraternité que tu recherches quand tu reviens. C'est ce que tu as dit. Tu vois. Et moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Non, on aime les détails. Imagine qu'il y a un Occident ou un Européen ou un étranger qui te dit dans ton propre pays, écoute, abandonne ton pays t'aime pas. Tellement tu as accumulé des problèmes sur des problèmes, que ce soit le plan artistique. Parce que tu appelles des frères pour venir faire des projets, ils viennent, soit disant que tu viens de l'Europe, donc tu as le zaï, alors que ce n'est pas forcément vrai. Et du coup, ils vont te faire devenir un centre social. Ça veut dire que tu vas prendre tout le problème de la famille, tout le problème des gens sur ton épaule. Si tu peux, ce n'est pas grave, on est là, l'Afrique c'est ça, c'est la solidarité. Mais au retour, il faut qu'ils te donnent aussi. Ce n'est pas l'argent qu'ils vont te donner, mais quand te donner leur amour, leur honnêteté, leur sincérité. Voilà. Et quand tu amènes un projet, ils n'ont qu'à avoir le courage aussi de galérer avec toi. Tu vois. Et il y a ça, il y a ce côté aussi. Est-ce que Bilorou est frustré? Beaucoup frustré dans ce cadre-là. Moi, je ne suis pas frustré pour dire qu'on ne me voit pas à la télé, je ne suis pas une star. Ce n'est pas ça, ma frustration. Au contraire, chacun a son étoile, tu vois. Je suis content pour les autres. Quand quelqu'un brille, moi, je suis le premier à être content. Parce que au moins, ça, si ça ne me fait pas gagner de plus, je ne vais pas perdre. Claire. Parce que si j'ai 10 francs, qu'on est deux, on va partager 5 francs, 5 francs. Mais si toi, tu as reçu, moi, je garde mes 10 francs. À la limite, tu vas me donner plus. Tu vois, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais ici, souvent, les frères, ils ne sont pas patients. Et surtout quand ils viennent là-bas et quand ils collaborent avec les grands noms, il y a des choses. Quand je dis les frères burkinabés, les frères musiciens, parce que c'est les frères africains en général. Tu peux être avec des grands stars et tout ça, mais la star avec qui tu collabores, tu n'es pas lui. Lui, il a son cachet. Tu as collaboré avec lui. Donc, tu vas avoir un cachet de collaborateurs. Ça va t'ouvrir d'autres portes. Peut-être tu vas avoir un peu plus. Mais les gens, ils confondent tout, en fait. Peut-être après cette émission, je ne sais pas, certains vont dire, ouais, il sort à la télé maintenant, il a réussi, tu vois. Il a réussi. Et voilà. Dans laquelle, ce n'est pas forcément ça. Donc, il y a tout un travail de conscientisation, en fait. Et moi, c'est là où je me suis engagé plus. Je vais vraiment travailler avec le bas public, en fait, les jeunes gens, les former surtout dans l'éveil musical, dans l'éducation, surtout sur le monde réel. Ça veut dire, le monde réel commence où? C'est sur toi-même d'abord. Voilà. Donc, c'est ça ma démarche, en fait. Laisse-moi te dire une chose. Quel que soit le degré de leur méchanceté ou la vitesse à laquelle donc va la lame de leur guillotine, ça ne pourra pas avoir effet sur toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne pourront jamais t'arracher ce que tu as. Ton talent, c'est clair. J'ai dit toujours,
c'est vrai qu'on va recevoir des coups, mais ces coups doivent même contribuer à nous forger, à faire de nous des hommes avertis. Et là où tu es aujourd'hui, quel que soit ce qu'ils vont raconter autour, tu sais qui tu es. Bien sûr. Et on va te reconnaître, tu as un nom, Bilorou. C'est lorsqu'il est sur son balafon, avec son guébé. Et sa personne ne peut te l'arracher. Et voilà. Et c'est ça ton identité. C'est ça qui fait de toi Adama Bilorou. Et c'est ça qui fait de toi celui-là qui a collaboré avec notamment des noms comme Paco Siri, ou encore comme Touré Kunda, ou Sekou Keita, ou encore Alpha Blondy et Salif Keita. Waouh. Les sommités. Mais c'est pas parce que toi tu le voulais, c'est parce que tu as eu les compétences. Tu avais ce qu'il faut pour séduire ces personnalités, ces sommités du monde de la musique africaine. Et qui font de toi aujourd'hui aussi un nom. Surtout quand on sait que ce sont des sommités qui ne travaillent pas avec de l'à peu près. C'est pas C'est pas de l'à peu près. Alors moi je te conseille, peut-être que, ou bien je t'encourage, mais je te dis, reste focus sur ce que tu veux. Droit dans tes bottes. Et puis après, ils viendront te chercher. Moi je dis, tu l'as bien dit, quand ton jour arrive, personne ne peut faire ombrage. Bien sûr. Le jour de ton jour va sonner. Et quand ça va sonner, tout le monde va t'applaudir. Même le diable va s'asseoir t'applaudir. C'est clair. Transition de la cité, c'est maintenant. Let's go. Ce talk show nous a tellement emporté que nous n'avons pas vu le temps passer, mais dans tous les cas, nous allons essayer de le rattraper. C'est vrai qu'on dit qu'on ne peut pas attraper le temps passé, mais nous allons essayer de le rattraper ici à l'apéro déjeuner. Zidia Alou de la cité, let's go. Alors la team, vous l'auriez sans doute constaté, une situation qui a créé l'émoi et beaucoup de frustration chez de nombreux internautes et de Burkinabé, entre autres des images où l'on voit le vieux Yacouba Sawargo assis sur les cendres d'une partie de sa forêt qui est partie justement en fumée. Jacques, vous voyez une image qui a fait le tour de la toile, fort heureusement justement à cause des cordons pierreux qui sont justement dans la forêt. L'incendie n'a pas pu être contenu. Justement, il faut dire que c'est moins d'1 hectare qui a été pris dans les flammes. Donc c'est une situation qui vient ici nous interpeller, qu'il est important de prendre des mesures afin justement de protéger la forêt du champion de la Terre 2020 qui fait aujourd'hui donc notre fierté, Jackie. Et je l'ai dit tantôt en début d'émission, que le 7 décembre dernier, c'est vrai que le ministre en charge de l'Environnement, M. Nestor Bassière, a pris l'engagement que le gouvernement justement va travailler à protéger cette forêt. Mais jusque-là, bon, le levier est en train d'attendre à ce qu'on vienne prendre ces mesures-là pour que justement on puisse protéger la forêt. Parce que bon, selon les informations que nous avons reçues, on a dit effectivement qu'on n'a pas trouvé le coupable. Jusque-là, en tout cas, les enquêtes sont en train d'être menées pour voir si c'est un incendie criminel, ça a été causé ou pas. Mais en tout cas, la réponse, la question reste posée. Mais en entendant Jackie, il faut justement et que nous lançons un appel à l'endroit des populations, de ceux-là qui sont autour, parce qu'il semblerait que, en tout cas, il y a des couacs qui existent entre le vieux et certaines personnes qui, bon, malheureusement, il faut arrêter ça. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans cette polémique-là. Ce que nous souhaitons, c'est que cette forêt-là, c'est notre patrimoine et je pense que ça fait la fierté aujourd'hui du peuple, je dis bien le peuple burkinabé. Donc, je pense qu'il faut que nous travaillions à protéger cette forêt-là, quoi qu'il en soit. On ne doit pas... si c'est criminel, vraiment, c'est dommage. Mais je pense que nous devons beaucoup réfléchir à chaque fois que nous posons des actes, Jackie. Alors, je profite également de lancer encore un appel à l'endroit des autorités. Là. C'est le cri du cœur du vieux, depuis des années, qui veut vraiment qu'on protège la forêt-là pour pouvoir et permettre à ceux-là qui vont venir là, justement, de pouvoir jouir de ça. C'est un héritage, je pense qu'il faut prendre soin de ça, Jackie. On n'a pas trop tiré, en tout cas, on espère avoir été compris par les uns et les autres. Aimer la nature, c'est aimer la vie. Détester la nature, c'est cracher sur la vie. Ouais. Et lorsque tu craches sur la vie, elle va te lâcher. Et ça, c'est clair. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de rappeler aux uns aux autres la nécessité ou l'importance de protéger les forêts. Parce qu'on nous dit depuis tout petit qu'il est important de toujours planter un arbre. Tout enfant qui grandit, on l'apprend à planter un arbre. L'arbre, c'est la vie. La nature, c'est la vie. Et le souffle de vie, l'oxygène que nous avons, c'est grâce à cette nature. Que Dieu donne de l'énergie et encore de la force à notre papy, à nous, qui a cru à son rêve, qui a cru en son projet et qui s'est lancé. Au départ, il n'était pas compris. Comme un fou. Au départ, on l'a traité de fou. J'ai eu l'occasion de rencontrer ce papy. J'ai fait le déplacement pour aller le rencontrer. J'ai eu à échanger avec lui lorsqu'il lançait son projet. Personne ne le croyait. Aujourd'hui, c'est une forêt. Et voici ce qu'il disait tout à l'heure Adama Bolorou et Bilorou. Ce sont les mêmes qui sont autour de nous, qui activent
notre départ, qui active et qui creuse avec beaucoup d'énergie nos différentes tombes. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la destinée de tout le monde, c'est là. Je pense que voilà. aussi là... Et la véritable richesse, c'est de trouver le bonheur dans ce qui ne s'achète pas. Et ce qu'on n'achète pas, eh bien, c'est votre bonheur. Comme tu l'as dit, c'est réussir à stopper. Alors, réaction avec toi, Adama, par rapport donc à cet élément. J'espère que tu as aussi suivi l'actualité comme tout le monde. Par rapport donc à ce feu de pouce dont tu faisais cas tout à l'heure, Zidira. C'est malheureux, c'est triste. Et c'est dommage que les gens ne sont pas conscients de leur propre bonheur, en fait. Oui. Voilà. Et sinon, pour toute personne qui est consciente, tu penses que la nature doit être respectée, doit être protégée. Et je ne pourrais pas en dire plus. Et je souhaiterais que le Miséricorde puisse donner cette intelligence à nous tous pour qu'on puisse respecter la nature, pour avoir une cohabitation digne. Pour quelqu'un qui s'est sacrifié pour notre pays, pour notre nature et qui a même été salué à l'échelle internationale, mérite encore plus de soutien et d'accompagnement de la part de nos autorités. Il est important d'augmenter le volume pour que les autorités puissent entendre. On rappelle que c'est plus de 15 hectares de forêt qui ont été reboisés par ce vieux-là. C'est énorme. Je pense que c'est pas petit. Il a consacré toute sa vie. 15 hectares. Il n'y a pas de raison qu'un individu vienne freiner cela pour des intérêts égoïstes et éphémères. Ça ne sert pas. Beaucoup de courage à notre papy. Nous sommes de cœur avec lui, mais encore plus important, que les autorités en charge donc la question de l'environnement puissent se lever, se donner la main et donner à ce papy ce qu'il veut, ce qu'il mérite. Parce que même de l'autre côté, on a apprécié ce qu'il a fait. Ce n'est pas ici que nous allons cracher ce qu'il a fait. Alors, beaucoup de courage à notre papy. Retour avec notre invité, celui à qui a été donné le vibraphone personnel, dédicacé signé Manu Dibango, que nous avons perdu quand il avait 86 ans, du fait du coronavirus. C'est vrai que quand tu as reçu cette information, ça a été un choc pour toi. Manu Dibango, au-delà du fait qu'il soit ce monument, cette encyclopédie de la musique africaine, était même un père pour toi. Bien sûr. Alors, parle-nous un peu de Manu Dibango. Qu'est-ce que ce monsieur a représenté pour toi? Et qu'est-ce que tu as ressenti lorsqu'il t'a dédicacé ce vibraphone? Mais ce monsieur, pour moi, jusqu'à présent, je me dis, je ne peux pas parler de lui au passé. Parce qu'il n'est pas mort pour toi. Pour moi encore, bon, peut-être ça va. Je vais rentrer dans le monde réel par rapport à lui un peu plus tard. Mais voilà, quelqu'un depuis l'enfance, on a tous vu à la télé, on rêvait de le rencontrer souvent. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer et d'avoir la chance de l'approcher, de partager des moments vraiment humains, hormis la musique, des moments de complicité, d'amitié. Et c'est quelqu'un vraiment qui, tu ne peux même pas imaginer sa simplicité, vraiment. Et quelqu'un de très très sage, plus que le mot sage en fait. Voilà. Comment ça s'est passé, ce cadeau-là, vibraphone? Le vibraphone, c'était rigolo parce que moi, je l'ai offert un balafon. D'accord. Voilà. Et le vieux, il voulait ce balafon et je l'ai offert le balafon. Et après, bon, on voulait faire la surprise en fait. Donc après, il s'est rendu compte qu'il y avait ces trucs-là qui traînaient. Donc, du coup, c'est lui qui a fait la proposition. Donc il dit, on va troquer. Donc c'était une manière de briser un peu la surprise. Et moi, j'étais étonné. Parce que lui-même, il me propose ça, en fait. Et du coup, on a fini un jour la répétition, tout ça à la maison avec lui, parce qu'on devrait sortir notre projet, les 4 mai, et un duo, moi et Papy Manu. Balafon. Voilà. Donc, du coup, j'étais tellement ému et tout ça, donc il a demandé à sa sœur Claire de me montrer où il y a le vibraphone de tout ça. Et je suis allé, je l'ai vu, donc il fallait que je me montre tout ça. Et du coup, on a sollicité, pour dire, ça peut pas être un cadeau que je vais ramener comme ça. Donc au moins, s'il fallait que ça soit dédicacé en fait. Et il a dit, avec plaisir, et il a dédicacé, et il me l'a offert. Voilà. Cette collaboration, c'est lui qui l'a voulu, le studio, ou ça a été un projet de Bilo? Moi, c'était mon rêve, déjà de jouer avec lui. Donc pour moi, j'ai eu lui déjà, moi j'étais
aux Anges. Et petit à petit, papa il m'invitait de temps en temps, même quand je venais dans les émissions aussi à la radio avec le grand frère Robert, que je salue au passage. Et donc aussi, on s'est rencontrés aussi dans plusieurs festivals, que ce soit à Qatar, ailleurs en Europe, et tout ça dans les Émirats. Donc après, petit à petit, on s'est rapprochés aussi à travers mon père spirituel, Cheikh Tidan Cheikh, que je salue au passage, qui est mon fils en même temps, parce que je porte le nom de son père, donc il m'appelle papa et tout ça. Donc du coup, la collaboration se fait réellement quand les deux ont décidé aussi de se réunir pour faire leur tournée ensemble dans les années 2012-2013. Ils ont fait une grande tournée, tout ça, et moi j'étais tout le temps avec Cheikh. Et du coup, papa a commencé à me solliciter de temps en temps, et sur quoi, quand il a vu que à part la musique, je faisais aussi des lutheries. J'arrivais aussi à modifier mes instruments, à rentrer dans une certaine ouverture avec les instruments traditionnels. Ça l'a beaucoup parlé. Ouais. Et donc, il a vraiment apprécié ça. Et du coup, la collaboration est partie comme ça. Il a dit, écoute, on a joué un jeu ensemble sur le balafon, un jam. Et il a dit, il va falloir qu'on le refasse. Et puis après, on l'a fait à la radio, un petit instant, et Robert, il a balancé ça sur la toile. Et du coup, les gens n'ont pas arrêté de lui demander. Il a dit, tu vois, j'ai parlé du projet, maintenant, c'est les gens même qui réclament. Donc on s'est mis à réfléchir là-dessus, comment est-ce qu'on pouvait faire. Moi je venais à la maison, on en discutait, on mangeait ensemble, puis on répétait, et on essayait de composer, et puis on essayait de faire des reprises et tout ça. Et après, tout s'est fait naturellement, tu vois. Tout s'est fait naturellement, donc je ne peux pas dire à tel moment ça a déclenché, ça c'est un peu difficile parce que ça s'est fait durant des années, quoi. Tout s'est fait naturellement. Et c'est... Voilà. C'est une collaboration qui va justement rester intemporelle et qui sera toujours donc consommée sans modération par ceux qui aiment la bonne musique. Et tu as mentionné tout à l'heure Robert Brazza, notre cher aîné, qui depuis hier, lorsqu'il a appris que tu passais à cette émission, n'a pas manqué de contacter son petit frère que je suis pour me dire que je suivrai cette émission avec beaucoup d'intérêt. Et je te dis, grand frère, j'espère seulement que on a été à la hauteur et qu'on a su mettre en valeur Adama Bilorou. Alors, que représente Robert pour toi? Robert, c'est le grand frère. Et Robert, c'est aussi comment on dit, celui qui unifie tout le monde. Et j'ai connu Robert depuis quand j'étais, je dirais, pas ado, petit, à Abidjan, après à Nantes. Et à l'époque, on était avec le Djolem. Et après Djolem, il y a eu le Jelimba et tout ça. Et Robert était toujours là avec nous en tant qu'un grand frère. Nous, toujours nous conseillait, toujours. Il nous a pris sur ses épaules. Et ces familiarisations est restée jusqu'à présent. Donc, quand je suis à Paris ou n'importe où, je suis dans le monde, on est tout en contact. Voilà. Donc, c'est vraiment un frère, quoi, un grand frère. Et papa nous a adoptés tous les deux. Donc, voilà. Lui plus parce que lui il était tout le temps, moi je bougeais mais Robert il était tout le temps avec le vieux. C'est important et Robert Brazza à qui nous envoyons donc un coucou spécial. Merci encore à toi grand frère pour tout ce que tu fais pour la jeune génération que nous sommes et merci de nous porter encore sous tes ailes et surtout de nous prodiguer encore les conseils pour toujours mieux faire. Nous espérons avoir donc été à la hauteur pour te séduire et pour te plaire encore une fois de plus. Sandrine Konaki. Alors, Bilorou, quand vous regardez le style de musique aujourd'hui que font vos petits frères, musique d'ambiance, c'est des styles de concept de 3 mois, 6 mois. Ensuite, on crée un autre concept et tout ça, mais ça marche. C'est le genre de musique qui marche actuellement. C'est une musique commerciale. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement ça prenne le dessus sur votre musique identitaire que vous faites? En fait, ce concept, moi, on est tous fans. Quand ça joue, on veut tous bouger. Mais il faut, comme on dit, on a un adage qui dit chez nous en Doula que tout le monde est sauvé ça, sauvé fanate tout le monde ça. Voilà. Ça veut dire quand on pratique ces musiques-là, il faut savoir que c'est pas un temps de distraction qu'il y a la réalité. Il faut faire la vraie musique, la musique qui est censée être intemporelle. Voilà, intemporelle et qui a un sens aussi dans notre société. Voilà, tu vois.
Et c'est ça. Mais c'est ce que nous, on oublie. C'est pour ça que j'ai parlé de l'influence tout à l'heure. Tu vois. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de talents au Burkina, et à l'extérieur, souvent, les Burkinabés, souvent même, j'ai fait l'esprit, tu vois, tu pars en Norvège, partout dans le monde, ou partout où je vais, j'ai des frères burkinabés, des sœurs burkinabés qui font de la bonne musique. Et seulement, c'est notre showbiz, notre production ici, qui ne suit pas les artistes. Qui ne suit pas les artistes. Moi, je veux le dire aujourd'hui. Voilà. Il ne suit pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, je vais dire, je suis sur la scène internationale, je me permets à mon petit niveau, mais moi, je joue. Par exemple, je vais jouer avec Fatoumata Diawara, je vais jouer avec Oumou, je vais jouer avec Amadou et Mariam, je vais jouer peut-être jouer avec Tiken ou jouer avec Alpha ou Assalfo ou quelqu'un, on va dire, des Camerounais, ou bien juste nous tous ceux avec qui je peux jouer, qui viennent du continent. Je ne parle pas de l'Occident. Mais en général, quand on fait ces grandes rencontres, des grands festivals, on va dire des festivals de jazz ou les festivals de world music, les festivals dédiés surtout même à la musique africaine, souvent les festivals africains, mais le drapeau de Burkina est en berne souvent, excusez-moi du terme. Et pourquoi? Citez-moi un artiste international burkinabé vraiment qui est à ce level. Ce level, est-ce qu'on ne pourrait pas citer peut-être Alif Naba ou... Flobi non, pas Flobi, même moi, Alif Naba ou... Comment il s'appelle? Django, Bilaka Kora, par exemple. Ce que j'ai envie de dire, ce n'est pas les artistes qui manquent, mais pourquoi ils ne viennent pas là? D'accord. Ce n'est pas de leur faute. Ils font leur boulot. Moi, Alif, c'est un frère, Bill, c'est un grand frère, tout ça. Ils sont au-delà même de certains artistes avec qui on collabore. C'est pourquoi je dis le showbiz burkinabé. Est-ce que tu penses qu'on ne valorise pas assez nos artistes? En fait, on n'a pas le. On n'a pas d'audace. Oui. Pas nous les artistes, mais les promoteurs, les producteurs, tout ça, ou les managers, tout ça. Ils ne vont pas au-delà. Est-ce que tu as déjà été contacté par un promoteur de festival pour quitter l'Europe et venir pour un festival ici? Un festival burkinabé? Je dirais la seule personne qui l'a fait, c'était pour une formation. C'était avec mon frère Alif Naba, la cour du Naba. Sinon, après, tous les choses que j'ai fait ici, c'était avec l'Institut français. Et j'ai fait le jazz à Ouagaoui, mais ça a été avec aussi la collaboration de l'Institut français. Avec, bon, il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ma situation là-bas aussi, qui tournent, qui font des grandes scènes, qu'on pourrait les faire venir au Burkina aussi, qui pourront partager leur expérience aussi avec les jeunes qui sont ici. C'est pas de montrer que je suis plus fort. En fait, l'expérience que nous, on a là-bas, c'est que c'est quelque chose un peu de différent de ce qu'on a ici. Et quand on vient, on est content de partager ça avec vous. Aussi, on apprend aussi de ceux qui sont ici. Donc, pourquoi pas aller vers comment on appelle ça, ce level, en fait, c'est ce que je veux dire. Parce que c'est pas la capacité qui manque. Il faut juste se dire qu'aujourd'hui, nos artistes, ils peuvent jouer sur la même scène que Marcus Miller ou Beyoncé ou Rihanna ou des trucs comme ça. Il faut oser, en fait. En faisant la musique de Rihanna, par exemple, pour jouer où Rihanna joue, est-ce qu'il faut faire la musique de Rihanna? Pas forcément. Tu sais, ce que les gens confondent, c'est comme, je vais te donner un exemple. C'est qui aujourd'hui, celui qui c'est une virtuose de la Kora, tout le monde connaît, c'est son papa et tout ça. Je le salue aussi beaucoup pour sa liberté et puis la force à la famille. Mais ce que j'ai envie de dire, il faut se créer aussi. C'est pas en faisant comme Beyoncé pour dire que je vais aller jouer sur la même scène que Beyoncé. Tu n'as plus d'identité là. Beyoncé, elle existe déjà, ça pas bien là. Donc c'est de dire qu'il faut faire quelque chose propre à toi-même, mais il faut la défendre, il faut avoir confiance, il faut aller avec la conviction. Merci beaucoup, Adama. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, mais avant de la conclure, j'ai quand même envie de te demander, Adama, tu vas regarder cette caméra et tu vas nous dire réellement ce que tu attends de nos promoteurs culturels. Parce que showbiz, dans tous les cas, tu l'as si bien dit, nous l'avons constaté. De la matière, il y en a. De la vision aussi, tu en as. De l'audace, tu en as parce que tu en parles. C'est ça qui est déjà important. D'en parler, il faut avoir de l'audace. Parce que tu le dis haut et fort. Bien sûr. Vous avez tout, mais malheureusement, on ne met pas là où il faut. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont d'autres pays qui parlent mieux de toi. C'est pas normal. Alors, Adama, cette caméra est en face.
Ben, ce que moi j'ai à dire, à mon humble avis, sans prétention d'ailleurs, c'est que je ne suis pas le seul dans ce cas. Je me permets de parler comme ça parce qu'on est beaucoup frustrés, on est beaucoup en berne comme ça. Alors que c'est pas, je vois pas en quoi les autres artistes du continent ou d'ailleurs qui peuvent défendre leurs couleurs dans le monde et que nous on ne peut pas. On a tous les éléments. En fait, il n'y a même pas une compagnie au jour d'aujourd'hui, que ce soit africain ou occident, si tu n'as pas trouvé un musicien ou un danseur ou un chanteur burkinabé, c'est très rare. Tu vois? Donc il est temps qu'on se donne la main vraiment pour faire quelque chose. Est-ce que vous n'êtes pas aussi très compliqué quand on vous contacte pour vous revenir ici au pays pour le festival? Est-ce que vous n'êtes pas trop cher? Ah oui, moi... Classe business class, 5 étoiles. Un chauffeur. Au contraire, moi, plus on est simple, mieux c'est. Et c'est ce que j'ai appris avec tous ces papas-là, que ça soit, voilà, ça soit avec Manu, avec Turekunda, avec Cheikh, tout le monde, ce que on nous a donné comme des valeurs, c'est vraiment être soi-même. Voilà. C'est un homme rayonné d'une humilité sans pareil. Et nous sommes très ravis de t'entendre et surtout t'avoir reçu sur ce plateau de l'apéro de Génie, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Le temps retiendra que nous avons reçu Adama Bilouré d'Ambélé ici à l'apéro de Génie. Ça a été un grand honneur pour nous. Et merci également à toutes ces personnes qui ont facilité donc la rencontre avec toi. On va saluer M. Jean-Emmanuel Oudrago, notre rédacteur en chef de la télévision nationale du Burkina Faso. Merci également à toutes ces personnes qui ne cessent de nous envoyer de gentils messages pour nous encourager, nous féliciter. Mais je rappelle que nous sommes à l'avant-dernier numéro de la saison donc de l'apéro de Génie. 31 décembre, ce serait la fin. Mais déjà ce soir, nous allons nous donner rendez-vous à partir de 20h ici dans les studios de la télévision du Burkina Faso pour l'enregistrement de l'émission Bye Bye 2020. Venez avec vos cache-nez. On va respecter les mesures donc de mesures barrières parce que le corona est encore là. On va recevoir ici en studio au moins les 50 premières personnes qui vont effectuer des déplacements. Il y aura plein d'artistes qui seront là pour ce produit. Il y aura plein d'acteurs culturels qui seront là également pour nous faire la rétrospective de l'année culturelle. Et ne manquez pas ce rendez-vous. Tout le monde est attendu. Le grand public est attendu. Vous pouvez venir, surtout sortez les derniers costumes, sortez les robes, parce que nous allons vivre ces instants comme le 31 décembre. Et le parfum, on n'en a pas besoin. Alors, Adama, est-ce que tu nous promets d'être avec nous ce soir? C'est une invitation officielle. Ben oui. Mais voilà, ça va être l'occasion pour les uns et les autres de savoir merci pour l'invitation et d'être convaincu de tout ce que nous avons dit ici sur ce plateau, que vraiment ce que nous avons dit est réel. Et ce soir, tu seras avec nous et cette émission, vous la verrez donc en direct sur la télévision du Burkina Faso le 31 décembre, quand il sera 22h temps universel. Adel Rwamba, on est resté toutes silencieuses vers la fin de l'émission. C'est dit à la fin, on va te permettre de réparer ta gorge. Voilà. Parce qu'il manquait du temps. Tu m'as signalé qu'il manquait le temps. Donc quand c'est comme ça, ça marche. Merci beaucoup. Alors, Adama, merci d'avoir été là. On te souhaite bon vent. Tu restes avec nous pour la fin de cette émission. On se retrouve ce soir à 20h30 pour l'enregistrement de Bye Bye 2020. C'est à la télévision nationale du Burkina Faso. Soyez à l'heure pour que nous puissions faire une belle émission. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso.